Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais commencer une série parlant en fait compte de l'avenir de l'Occident et mon point de vue sur les difficultés que nous allons avoir dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et nous voyons déjà que, par exemple, Monsieur Trump va donc négocier avec Vladimir Poutine, mais seul et sans l'aide de l'Europe, puisque l'Europe ne sera pas à la table des négociations. Alors en fait, il faut revenir, c'est les 10 surprises de cette guerre qui a révélé que l'Europe était sur le point de sortir de l'histoire. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine apparut sur les écrans de télévision du monde entier. Il annonça l'entrée des troupes russes en Ukraine et son discours ne portait fondamentalement ni sur l'Ukraine, ni sur le droit d'autodétermination des populations du Donbass. C'était un défi à l'OTAN. Poutine a expliqué pourquoi il ne voulait pas que la Russie soit surprise, comme elle avait été en 1941, à trop attendre l'attaque inévitable. L'extension continue des infrastructures de l'Alliance de l'Atlantique Nord et l'aménagement militaire du territoire de l'Ukraine sont pour nous inacceptables, a-t-il indiqué. Une ligne rouge avait été franchie et il n'était pas question de laisser se développer en Ukraine une anti-Russie. Il s'agissait, insiste-t-il, d'une action d'autodéfense. Ce discours, affirmant la validité historique et pour ainsi dire juridique de sa décision, laissait transparaître avec un réalisme cruel un rapport de force technique qui lui était favorable. Si le moment était venu pour la Russie d'agir, c'est parce que la possession de missiles hypersoniques lui conférait une supériorité sur le plan stratégique. Le discours de Poutine très construit, très posé même, s'il trahissait une certaine émotion, était parfaitement clair et si rien n'obligeait à céder, il aurait tout de même mérité d'être discuté. Or, s'est immédiatement imposé la vision d'un Poutine incompréhensible et de Russes soit incompréhensibles, soit soumis, soit idiots. S'ensuivit une absence de débat qui a déshonoré la démocratie occidentale totale dans deux pays, la France et le Royaume-Uni, relative en Allemagne et aux États-Unis. Comme la plupart des guerres, surtout mondiales, celle-ci ne s'est pas déroulée comme prévu. Elle nous a déjà fourni beaucoup de surprises et j'en ai dénombré 10 principales. La première a été l'irruption de la guerre elle-même en Europe. Une vraie guerre entre deux États, événement inouï pour un continent qui se croyait installé dans la paix perpétuelle. Le deuxième, ce sont les deux adversaires que cette guerre met en présence, les États-Unis et la Russie. Depuis plus d'une décennie, la Chine était désignée par l'Amérique comme son ennemi principal. L'hostilité à son égard était à Washington transpartisane et dans le doute, seul point sur lequel les républicains et démocrates parvenaient ces dernières années à s'accorder. Or, par Ukrainiens interposés, c'est un affrontement entre les États-Unis et la Russie que nous avons participé. Troisième surprise, la résistance militaire de l'Ukraine. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle soit rapidement écrasée. S'étant forgé l'image enfantine et exagérée d'un Poutine démoniaque, beaucoup d'Occidentaux refusèrent de voir que la Russie n'avait envoyé que 100 000 à 120 000 hommes en Ukraine, pays de 603 700 km², à titre de comparaison, en 1968, pour envahir la Tchécoslovaquie, pays de 127 900 km². L'Union soviétique et ses satellites du pacte de Varsovie avaient envoyé 500 000 soldats. Mais les plus surpris ont été les Russes eux-mêmes. Dans leur esprit, comme dans celui de la plupart des Occidentaux informés, et à vrai dire, dans la réalité, l'Ukraine était ce que l'on appelle techniquement un failed state, un État failli.
depuis son indépendance en 1991, elle avait perdu peut-être 11 millions d'habitants par émigration et baisse de la fécondité. Elle a été dominée par des oligarques, la corruption y atteignait des niveaux insensés, le pays et ses habitants semblaient à vendre. À la veille de la guerre, l'Ukraine était devenue la terre promise de la gestation pour autrui, GPA, à bon marché. L'Ukraine avait certes été équipée de missiles anti-chars javelins par l'OTAN. Elle disposait dès le début de la guerre des systèmes d'observation et de guidage américains, mais la farouche résistance d'un pays en décomposition pose un problème historique. Ce que personne ne pouvait prévoir, c'est qu'il allait trouver dans la guerre une raison de vivre, une justification de sa propre existence. La quatrième surprise a été la résistance économique de la Russie. On nous avait annoncé que les sanctions, en particulier l'exclusion des banques russes du système d'échange interbancaire SWIFT, allaient mettre le pays à genoux. Mais si quelques esprits curieux dans notre personnel politique et journalistique avaient pris le temps de lire l'ouvrage de David Trotsky, Russie, le retour de la puissance, publié quelques mois avant la guerre, cette fois ridicule en notre toute puissance financière nous eût été épargnée. Trotsky montre que les Russes s'étaient adaptés aux sanctions de 2014 et préparés à être autonomes dans le domaine informatique et bancaire. On découvre une Russie moderne et bien éloignée de l'autocratie néo-stalinienne rigide que la presse nous dépeint jour après jour, capable d'une grande flexibilité technique, économique et sociale, bref, un adversaire à prendre au sérieux. La cinquième surprise que je pourrais énoncer, c'est l'effondrement de toute volonté européenne. L'Europe, c'était au départ le couple franco-allemand, qui, depuis la crise de 2007-2008, avait certes pris des allures de mariage patriarcal, avec une Allemagne pris en époux dominateur, n'écoutant plus ce que lui dit sa compagne. Mais même sous hégémonie allemande, l'Europe gardait, pensait-on, une certaine autonomie. Or, malgré quelques réticences au début, outre-Rhin, dont les hésitations du chancelier Scholz, l'Union européenne a très vite abandonné toute velléité de défendre ses propres intérêts. Elle s'est coupée de son partenaire énergétique et plus généralement commercial russe, se sanctionnant elle-même de plus en plus durement. L'Allemagne a accepté sans broncher le sabotage des gazoducs Nord Stream, qui assurait en partie son approvisionnement énergétique, un acte terroriste dirigé contre elle autant que contre la Russie, perpétrée par son protecteur américain, associé pour l'occasion à la Norvège, un pays n'appartenant pas à l'Union européenne. L'Allemagne a même réussi à ignorer l'excellente enquête de Seymour Hersh sur cet événement incroyable, mettant en cause l'État qui se présente comme le garant indispensable de l'ordre international. Mais nous avons aussi vu la France d'Emmanuel Macron se vaporiser sur la scène internationale, tandis que la Pologne devenait l'agent principal de Washington dans l'Union européenne, succédant dans ce rôle au Royaume-Uni, devenu extérieur à l'Union par la grâce du Brexit. Sur le continent, globalement, l'axe Paris-Berlin s'est substitué à un axe Londres-Varsovie-Kiev piloté de Washington. Cette évanescence de l'Europe en tant qu'acteur géopolitique autonome a de quoi laisser perplexe si l'on se souvient qu'il y a à peine 20 ans, l'opposition conjointe de l'Allemagne et de la France à la guerre en Irak avait conduit à des conférences de presse communes du chancelier Schröder, du président Chirac et du président Poutine. La sixième surprise de la guerre aura été le surgissement du Royaume-Uni en roquet anti-russe et en mouche de couche de l'OTAN. Relayé par la presse occidentale, son Ministry of Defense, le MOD, est immédiatement apparu comme l'un des commentateurs les plus excités du conflit, au point de faire passer les néoconservateurs américains pour des militaristes tièdes.
Le Royaume-Uni a voulu être le premier à envoyer à l'Ukraine des missiles à longue portée et des chars lourds. Ce bellicisme a touché de manière tout aussi bizarre la Scandinavie, qui avait longtemps été de tempérament pacifique et plus portée à la neutralité qu'au combat. Nous nous trouvons dans une septième surprise également protestante annexe à la fragilité britannique en Europe du Nord. Norvège et Danemark sont des relais militaires tout à fait importants des États-Unis, tandis que la Finlande et la Suède, en adhérant à l'OTAN, révèlent un intérêt nouveau pour la guerre, dont nous verrons qu'il préexistait à l'invasion russe de l'Ukraine. La huitième surprise est la plus surprenante. Elle est venue des États-Unis. La puissance militaire dominante, après une lente montée, l'inquiétude s'est officiellement manifestée au mois de juin 2023 dans de nombreux rapports et articles dont la source originelle était le Pentagone. L'industrie militaire américaine est déficiente. La superpuissance mondiale est incapable d'assurer l'approvisionnement en obus ou en n'importe quoi d'ailleurs de son protégé ukrainien. C'est un phénomène tout à fait extraordinaire quand on sait qu'à la veille de la guerre, les produits intérieurs bruts PIB combinés de la Russie et de la Biélorussie représentent 3,3% du PIB occidental, États-Unis, Canada, Europe, Japon, Corée. Ces 3,3% capables de produire plus d'armes que le monde occidental posent un double problème. D'abord, à l'armée ukrainienne qui perd la guerre, faute de moyens matériels. Ensuite, à la science reine de l'Occident, l'économie politique, dont le caractère, osons le mot, bidon, est ainsi révélé au monde. Le concept de produit intérieur brut est périmé et nous devons désormais réfléchir sur le rapport de l'économie politique néolibérale à la réalité. Neuvième surprise, la sollicitude idéologique de l'Occident et l'ignorance où il était de son propre isolement. S'étant habitué à édicter les valeurs auxquelles le monde devait souscrire, les Occidentaux s'attendaient sincèrement, bêtement, à ce que la planète entière partage leur indignation face à la Russie. Ils ont déchanté. Le premier choc de la guerre passée, on a vu apparaître un peu partout un soutien de moins en moins discret à la Russie. On pouvait s'attendre à ce que la Chine, désignée par les Américains comme le prochain adversaire sur leur liste, ne soutienne pas l'OTAN. Notons toutefois que des deux côtés de l'Atlantique, les commentateurs aveuglés par leur narcissisme idéologique ont pendant plus d'un an réussi à envisager sérieusement que la Chine puisse ne pas soutenir la Russie. Le refus de l'Inde de s'impliquer a encore plus déçu, sans doute au fond parce que l'Inde est la plus grande démocratie au monde et que cela fait un peu désordre dans le camp des démocraties libérales. On s'est rassuré en se disant que c'était parce que l'équipement militaire indien était largement d'origine soviétique. Dans le cas de l'Iran, qui a vite fourni des drones à la Russie, les commentateurs de l'actualité immédiate n'ont pas pris la mesure de ce que signifiait ce rapprochement. Habitués à mettre les deux pays dans le même sac, celui des forces du mal, les géopoliticiens amateurs des médias et d'ailleurs avaient oublié à quel point leur alliance n'allait pas de soi. Historiquement, l'Iran avait deux ennemis, l'Angleterre remplacée par les États-Unis après la chute de l'Empire britannique et la Russie. Ce revirement aurait dû alerter sur l'ampleur du bouleversement géopolitique en cours. La Turquie, elle-même membre de l'OTAN, semble engagée de plus en plus dans une relation étroite avec la Russie de Poutine, relation qui mêle d'ailleurs désormais autour de la mer Noire une vraie compréhension de la rivalité. Vu d'Occident, la seule interprétation envisagée était que ses confrères dictateurs avaient évidemment des aspirations communes. Mais depuis qu'Erdogan a été démocratiquement réélu en mai 2023, cette ligne est devenue difficile à tenir. En vérité,
Après 1 an et demi de guerre, c'est l'ensemble du monde musulman qui semble considérer la Russie comme un partenaire plutôt que comme un adversaire. Il est de plus en plus clair que l'Arabie saoudite et la Russie se considèrent mutuellement pour gérer la production et le prix de pétrole comme des associés économiques plutôt que des adversaires idéologiques. Plus globalement, jour après jour, la dynamique économique de la guerre a fait croître l'hostilité de l'Occident dans le monde en développement parce que celui-ci souffre des sanctions. La 10e et dernière surprise est en train de se matérialiser. C'est la défaite de l'Europe. On s'étonnera d'une telle affirmation alors que la guerre n'est pas terminée, mais cette défaite est une certitude, parce que l'Occident s'autodétruit plutôt qu'il n'est attaqué par la Russie. Élargissons notre perspective et échappons un instant à l'émotion que suscite légitimement la violence de la guerre. Nous sommes à l'âge d'une globalisation achevée, dans les deux sens du mot, maximale et terminée. Essayons d'avoir une vision géopolitique. La Russie, en réalité, n'est pas le problème principal. Trop vaste pour une population décroissante, elle serait bien incapable de prendre le contrôle de la planète et ne le désire nullement. C'est une puissance normale dont l'évolution n'a rien de mystérieux. Aucune crise russe ne déstabilise l'équilibre mondial. C'est bien une crise occidentale, et plus spécifiquement américaine, terminale, qui met en péril l'équilibre de la planète. Ces vagues les plus périphériques sont allées buter sur un môle de résistance russe, sur une État-nation classique et conservateur. Dès le 3 mars 2022, une semaine à peine après le début de la guerre, John Meshler, professeur de géopolitique à l'université de Chicago, présentait une analyse des événements dans une vidéo qui a fait le tour du monde. Elle avait l'intéressante particularité d'être très compatible avec la vision de Vladimir Poutine et d'accepter l'axiome d'une pensée russe intelligente et compréhensible. Mearsheimer est ce qu'on appelle en géopolitique un réaliste, membre d'une école de pensée qui conçoit les relations internationales comme une combinaison de rapports de force égoïstes entre États-nations. Son analyse peut se résumer ainsi. La Russie nous répétait depuis de longues années qu'elle ne tolérerait pas que l'Ukraine adhère à l'OTAN. Or, l'Ukraine, dont l'armée avait été reprise en main par des conseillers militaires de l'Alliance, américains, britanniques et polonais, était en train d'en devenir membre de facto. Les Russes ont donc fait ce qu'ils avaient annoncé, ils sont entrés en guerre. C'est au fond notre surprise qui était surprenante. Mesheimer ajoutait que la Russie gagnerait la guerre parce que l'Ukraine était pour elle une question existentielle, mais sous-entendu pas pour les États-Unis. Washington ne jouait que pour des gains à la marge, 8000 km au loin, et il en déduisait que nous aurions tort de nous réjouir si les Russes se heurtaient à des difficultés militaires, car celles-ci les mèneraient inévitablement à investir davantage dans la guerre. L'enjeu étant existentiel pour les uns, mais pas pour les autres, la Russie l'emporterait. On ne peut qu'admirer le courage intellectuel et social de Mearsheimer, il est américain, son interprétation limpide, développant une pensée qu'il avait exprimée dans ses livres ou lors d'une émission de la Crimée en 2014, présente toutefois un défaut majeur. Elle ne permet pas de comprendre toutefois que le comportement des Russes est à la marge. Comme nos exégètes de plateau télé qui n'ont vu dans l'attitude de Poutine qu'une folie meurtrière, Mearsheimer ne voit dans l'action de l'OTAN des Américains, des Britanniques, des Polonais également, des Ukrainiens, qu'irrationalité et irresponsabilité. Je suis bien d'accord avec lui, mais c'est un peu court.
Encore faut-il expliquer cette irrationalité occidentale. Plus grave, il n'a pas compris que les performances militaires de l'Ukraine ont paradoxalement entraîné les États-Unis dans un piège. Ils ont désormais eux aussi un problème de survie, très au-delà de possibles gains à la marge, une situation périlleuse qui les a conduits à réinvestir sans cesse dans la guerre. Me vient à l'esprit l'image d'un joueur de poker entraîné par un copain à renchérir et qui finira par faire tapis avec une paire de 2. Face à lui, un joueur d'échecs perplexe mais qui gagne. Dans cette vidéo, je vais évidemment décrire et tenter de comprendre ce qui se joue en Ukraine et avancer des hypothèses sur ce qui risque de survenir non seulement en Europe mais dans le monde. J'ai aussi pour but de percer le mystère fondamental que constitue l'incompréhension mutuelle des deux protagonistes. D'un côté, un camp occidental qui pense que Poutine est fou et que la Russie avec lui, de l'autre une Russie ou un Messerschmitt qui, au fond d'eux-mêmes, pensent que ce sont les Occidentaux qui sont fous. Poutine et Messerschmitt n'appartiennent pas au même camp et ils auraient sans doute bien du mal à s'accorder sur des valeurs communes. Si leurs visions sont malgré tout compatibles, c'est parce qu'ils partagent la même représentation élémentaire d'un monde constitué d'États-nations. Ces États-nations, détenteurs en interne du monopole de la violence légitime, assurent la paix civile en leur sein. On peut alors parler d'État weberien, mais sur le plan extérieur, parce qu'ils survivent dans un environnement où seuls importent les rapports de force, ces États se conduisent en agents obésiens. Ce qui définit le mieux la conception russe de l'État-nation est la notion de souveraineté. Comprise, nous apprend Tatiana Karoueva-Jean, comme la capacité de l'État à définir d'une manière indépendante ses politiques intérieures et étrangères, sans aucune ingérence ou influence extérieure. Cette notion a acquis une valeur toute particulière au fil des présidences successives de Vladimir Poutine. Elle est mentionnée dans de multiples documents et discours officiels comme le bien le plus précieux que possède un pays, quel que soit son régime et ses orientations politiques. Elle est un bien rare dont ne disposent que quelques États, au premier rang desquels figurent les États-Unis, la Chine et la Russie elle-même. En revanche, les écrits et discours les plus officiels évoquent avec mépris la vassalisation des pays de l'Union européenne à l'égard de Washington ou décrivent l'Ukraine comme un protectorat américain. Dans The Great Division, qui date de 2018, Messerschmitt pense lui aussi au terme d'État-nation et de souveraineté. Pour lui, l'État-nation, ce n'est pas juste l'État ou la nation décrite de façon abstraite. C'est un État et une nation, certes, mais ancrée dans une culture qui, possédant des valeurs communes, cette vision somme toute traditionnelle, et qui tient compte de l'épaisseur anthropologique et historique du monde, est présentée dans cette vidéo assénée, serait-on tenté de dire, sur un modèle axiomatique. Le propre d'un axiome ou un postulat, c'est que l'on peut en déduire des théorèmes, mais que lui-même n'est pas démontrable. Il présente cependant un degré de vraisemblance tel que l'on le considère comme acquis. Prenons le cinquième postulat d'Euclide. Par un point donné, on ne peut faire passer qu'une seule parallèle à une droite donnée. Il n'est pas démontrable, et les mathématiciens post-euclidiens, avec Riemann et Lobachevsky, sont partis d'un axiome différent. Mais, tout de même, pour le sens commun, le cinquième postulat d'Euclide est très convaincant. De même, dire qu'il existe des États-nations enracinés dans des cultures diverses constitue un axiome qui, même s'il est assoné à répétition de manière un peu dogmatique, comme le fait Messerschmitt,
présente un haut degré de vraisemblance. Après tout, le monde issu des grandes vagues de décolonisation de la seconde moitié du XXe siècle s'est organisé en États qui ne pouvaient imaginer autre chose que de tenter de devenir des nations. Il suffit de regarder la composition de l'ONU pour s'en convaincre. Cet axiome pose un problème. Il aveugle Messerschmitt tout comme il aveugle les Russes. Il les met vis-à-vis des gouvernements occidentaux dans une posture d'incompréhension qui est symétrique de celle des Occidentaux vis-à-vis de la Russie. Dans son discours d'introduction à la guerre du 24 février 2022, Poutine a qualifié l'Amérique et ses alliés d'empire du mensonge, une appellation pour le coup très éloignée du réalisme stratégique et qui évoque plutôt un adversaire égaré dans un état psychique mal défini. Quant à Messerschmitt, rappelons que son livre s'intitule The Great Delusion. Plus fort qu'illusion, désillusion renvoie éventuellement à la psychose et à la névrose. Le sous-titre du livre est Liberal Dream and International Realities. Le projet américain d'expansion libérale est présenté comme un rêve, et face à ce rêve, il y a une réalité dont Messerschmitt était le mandataire. Il traite les néoconservateurs qui ont suivi par dominer l'establishment géopolitique américain comme nous traitons Poutine. Il les psychiatrise. Ce que Poutine, patricien des rapports internationaux, pressant par son expression d'empire du mensonge, mais qui ne parvient pas à définir complètement, et que Messerschmitt, théoricien des rapports internationaux, refuse carrément de voir, est une vérité toute simple. À l'Ouest, l'État-nation n'existe plus. Dans ces vidéos, je proposerai une interprétation, pour ainsi dire, post-euclidienne de la géopolitique mondiale. Elle ne prendra pas pour acquis l'axiome d'un monde d'États-nations, utilisant au contraire l'hypothèse de leur disparition en Occident. Elle rendra compréhensible le comportement des Occidentaux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. La prochaine vidéo demain, il y aura des épisodes chaque jour sur ma compréhension du post-guerre de l'Ukraine et la redéfinition de la géopolitique à travers le monde. Fidèlement, Jean-Luc O.